Alors qu'un accord de paix américain est sur la table et nous laisserait augurer d'un avenir enfin un peu plus cool pour le règlement de la crise ukrainienne, eh ben en Europe, on n'en est pas là du tout. Alors si on n'avait pas supprimé et salopé le socle sociétal et culturel catholique chrétien de notre bonne vieille Europe de l'Ouest, on pourrait presque s'attendre à entendre sonner bientôt le tocsin. Rassurez-vous, on n'en est pas encore là. De toute façon, ça passera par Internet, ça passera par voie d'information habituelle, par la télévision. Déjà, on vous prépare avec les pubs. J'ai vu ça à nouveau, c'est assez amusant. Les Français ensemble, parce que c'est vrai que depuis le Coco Circus, il faut quand même essayer de réamalgamer un sentiment d'appartenance nationale. Alors cette fois-ci, bien sûr, peut-être qu'on vous laissera sortir un drapeau français autrement que pour un match de foot, parce qu'on a besoin de patriotisme. On a besoin de patriotisme, parce qu'il faut se préparer à la guerre. Et puis, on vous y prépare, psychologiquement, voilà. Alors, dernièrement, on a eu la sortie du chef des armées en France, qui a évoqué le sacrifice. Il va falloir offrir nos enfants en sacrifice, bien sûr, pour une guerre, alors quelle qu'elle soit, à nouveau, puisque de toute façon, quand les tambours commenceront à battre, et que les trompettes sonneront la charge, il faudra rameuter toute la troupe, on sera tous ensemble derrière les valeurs de la République, derrière les valeurs européennes, et derrière la nation. Enfin, vous pouvez rajouter tous les termes que vous voulez à la liste. Ce qui est important, c'est que vous vous sacrifiez, c'est que vous y alliez et que vous y croyez surtout. Alors c'est intéressant ça parce qu'on peut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi faudrait y aller ? Pourquoi faudrait sacrifier nos enfants ? Alors évidemment, il y a des mauvaises langues qui se dira, bah oui, les valeurs aujourd'hui de la République, liberté, égalité, fraternité, on peut se poser des questions quand même, puisqu'il y a la censure. On voit effectivement que le socle sociétal, il n'est quand même pas... À moins que vous ayez envie de vous battre pour des cheveux bleus, que vous ayez envie de vous battre pour les nouveaux arrivants qui peut-être eux-mêmes n'iront pas, on ne sait pas si on les fait venir aussi pour pouvoir aller se battre aussi pour les valeurs de la République, aller se battre aussi pour que les mêmes toujours qui vous invitent à le faire n'aient pas à y aller eux-mêmes ou n'envoient pas leurs enfants, parce que rassurez-vous, ils vont quand même pas... Non, on peut rameuter la troupe, mais il est quand même hors de question qu'on y aille nous-mêmes. Et ça, c'est pas un phénomène nouveau. Mais bon, je vais y venir un peu plus tard. La question est importante. Pourquoi on devrait se sacrifier ? Voilà. La question est importante. Alors moi, je viens d'une famille de patriotes, et comme peut-être beaucoup d'entre vous, dans toutes les familles françaises, on a eu des grands-parents qui ont combattu, des grands-parents qui ont souffert pendant la guerre, sous l'occupation, qui ont peut-être été même résistants, et puis des grands-parents qui sont morts, des arrière-grands-parents, des arrière-grands-oncles dans les tranchées. Et là, il y en a beaucoup qui sont revenus avec des blessures, et puis ils ne sont jamais véritablement revenus. Moi qui ai bien connu mes deux grands-pères, ils n'étaient jamais véritablement revenus de la guerre. Même s'ils n'étaient pas blessés physiquement, moralement, c'était pas tout à fait ça. Alors, c'est intéressant parce que je vais vous raconter une petite histoire pour vous montrer que ça vient pas de... C'est pas un truc récent, cette notion de sacrifice. Alors aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'informations. Mes grands-parents n'en avaient pas autant, ils n'en avaient pas du tout. Aujourd'hui, comme je dis depuis un moment, en 2025, 2026, enfin depuis au moins les 15 dernières années, si on n'est pas informé, c'est qu'on veut bien ne pas être informé. On a quand même des sources d'informations disponibles. Encore faut-il se pencher dessus, réfléchir, chercher un petit peu, et puis recouper les points. Bref, en 1939, quand l'Allemagne a envahi la Pologne, c'est le branle-bas de combat. Évidemment, en France, on rameute la troupe, et puis il faut s'engager pour défendre la démocratie, pour défendre... Comme dit, vous mettez tous les termes que vous voulez sous la liste pour défendre la nation, la liberté, le monde libre, etc., etc. Il a, à ce moment-là, 17 ans. Et il décide de s'engager, il décide de devancer l'appel. Alors pour quelle raison ? Évidemment, quand j'ai discuté avec lui, il m'a expliqué, il y a bien sûr cette notion de patriotisme dans lequel on a grandi à l'époque. Mon père est parti se combattre en 14-18, toute la famille, c'est comme ça. Et on a été élevé dans une ambiance vindicative vis-à-vis de l'allemand. Il y a les Boches, voilà, les Boches c'est l'ennemi, donc il faut y aller. Et puis il y a aussi, à cet âge-là, il faut l'avouer aussi, la volonté de sortir du village, la volonté de vivre des aventures. Bref, 17 ans, il s'engage, il devance l'appel, il part.
Bon, évidemment, on s'est pris une branlée assez rapidement, hein. Donc, démobilisation, il revient au village et il se cache, puisque bah, c'est l'occupation, et puis derrière, il y a le gouvernement de Vichy, hein, qui œuvre avec les Allemands. Voilà, alors, derrière, bien sûr, il y a la mise en place du service du travail obligatoire. Et ce sont les gendarmes français qui viennent le chercher. Bah ouais, ils finissent par le trouver quand même, et il suit le mouvement. Voilà. Et donc il se retrouve en Allemagne pendant plusieurs années, il travaille dans des usines, chez IG Farben, hein, et puis après il y a la libération, donc bah, évidemment, voilà, retour au pays, etc., etc. Je vous la fais courte, hein, c'est l'histoire de mon grand-père, c'est l'histoire d'un de mes grands-pères. Alors lui, il a eu la chance de pouvoir revenir assez rapidement. L'autre, mon autre grand-père, lui avait été fait prisonnier pendant la guerre, et il a passé 4 ans en Prusse orientale. Alors, dans les deux cas de figure, comme je vous l'explique, c'est difficile de revenir véritablement de la guerre, hein. J'ai le grand-père dont je vous parle, qui est mon grand-père maternel, eh bien, à la fin de sa vie, il se revoyait encore dans son lit d'hôpital. Il revivait la scène de sa traversée de l'Allemagne en camion lorsqu'il avait été libéré par les Américains. Et quant à l'autre, eh bien, il parlait très peu finalement de ses aventures militaires et de sa période de prisonnier. Mais quand il l'évoquait, en général, il pleurait parce que ça lui rappelait des souvenirs pas terribles, à vrai dire. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, bah oui, ils sont partis, parce qu'ils n'ont pas eu le choix aussi, hein, mais mon grand-père, je prends l'exemple de mon grand-père maternel, parce que c'est un exemple de patriote. Voilà, quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui va défendre la nation, qui va défendre tout le blabla qu'on lui sert. Voilà, on était en 1939. Et c'est intéressant parce qu'il a travaillé pour IG Farben. Alors, gardez bien en mémoire ce nom, puisqu'il va ressortir dans le cadre de ma vidéo. Alors, pourquoi il s'est battu finalement, hein? Alors, comme je l'ai dit, vous avez la version officielle. Il faut défendre voilà, tout le flonflon habituel, la démocratie, machin, etc. Mais si on tentait d'avoir une explication un petit peu alternative, vous savez, moi j'aime bien avoir des explications qui soient, on va dire, relativement basiques. C'est-à-dire on enlève le rideau de fumée qu'on nous met habituellement pour voir concrètement comment ça se passe, quelles sont les véritables motivations. Et en général, l'équation elle est relativement simple. Il faut suivre le pognon. Il faut suivre le pognon. Alors l'histoire, elle commence pas en 1939. Remontons un petit peu plus dans le temps, on va remonter jusqu'en 1919. Alors on pourrait peut-être remonter encore avant, mais ça va vous emmener un petit peu trop loin pour l'esprit de la démonstration que je veux faire aujourd'hui. 1919, traité de Versailles. L'Allemagne a perdu la guerre. Et le traité, qui est jugé honteux par les Allemands, est quand même malgré tout signé. Alors bien sûr, il y a des restrictions militaires, il y a des pertes de territoire, mais il y a surtout un petit article qui, alors c'est pas forcément écrit tout petit, hein, comme dans un contrat, je sais pas moi, de SFR. Non, non, c'est quand même là, dans tous les cas de figure, hein. Et cet article, eh bien, il fait en sorte que l'Allemagne reconnaisse son entière responsabilité dans le premier conflit mondial. Et ça, c'est lourd de conséquences, parce que derrière, bien évidemment, il y a des réparations de guerre. Des réparations de guerre qui sont écrasantes. Et l'Allemagne consent. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors on parle de plusieurs milliards de marques or, hein, c'est pas une petite affaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette date, eh bien, se met en place un mécanisme permanent d'extraction de la dette. En clair, la nation et le pays est saigné à blanc. Alors évidemment, il est déjà plus ou moins exsangue en sortant de la guerre. Parce que bon, voilà, je veux dire, quand on perd, on n'est pas bien, quand on gagne aussi, hein, voilà. Mais on est en plus exsangue après, parce qu'il va falloir payer. Et quand on est endetté, au-delà c'est même plus jusqu'au cou à ce niveau-là, on paye sur plusieurs générations. Et ce mécanisme d'extraction de la dette, eh bien, il va reposer sur un schéma assez intéressant que je vais vous partager maintenant. Parce qu'il va entraîner beaucoup de choses et énormément de conséquences pour le second conflit mondial qui aura lieu quelques années plus tard, dans lequel on participera mon grand-père. Alors ce mécanisme, il est relativement simple. Parce que, bien sûr, l'Allemagne doit payer, mais elle ne va pas sortir ses petits sous de dessous du matelas, hein. Il faut les chercher quelque part. Eh bien, elle va les emprunter. Elle va emprunter ce fric aux institutions américaines, aux banques américaines, à l'État américain.
avec des intérêts, bien évidemment, hein. Donc l'État américain prête de l'argent aux Allemands, avec intérêt. Qu'est-ce que fait le gouvernement allemand à ce moment-là? Il va payer les dommages de guerre, il va payer ce qu'il doit à la France, à la Grande-Bretagne, avec des intérêts. Et qu'est-ce que fait la Grande-Bretagne et la France dans ce cas-là? Eh bien, elle repaye les US. Bien sûr, parce que quand on est vainqueur, on ne l'est pas comme ça. Il faut des armes. Chaque balle qui est tirée, chaque char qui passe, chaque avion qui détruit un complexe quelconque, eh bien, ça coûte du fric. Et pour ça, eh bien, il faut emprunter de l'argent. Alors, quand il y a une bonne guerre, eh bien, il y a tout un mécanisme financier qui se met en place. Tout le monde emprunte de la thune. Tout le monde a besoin d'argent pour payer, évidemment, les petits jouets qui vont servir à déplacer les soldats, les équipements sur les cartes et qui vont se traduire, bien sûr, par des morts, par des désastres humains. Mais ceci étant un point de détail, hein, comme disait l'autre, quand on parle d'espèces sonnantes et trébuchantes à haut niveau, la vie d'un homme vaut pas grand-chose. Hein, comme disait mon grand-père, la vie d'un homme, et il en avait vu beaucoup, la vie d'un homme vaut pas grand-chose, et surtout pour ces gens-là. Donc bien évidemment, la Grande-Bretagne et la France remboursent ce qu'elles ont emprunté à l'oncle Sam pour pouvoir faire leur guéguerre, évidemment. Donc vous avez vu un petit peu le schéma. L'argent circule en boucle, hein, il part d'une main et il revient dans l'autre main, mais il prend quand même quelques intérêts au fur et à mesure, hein, au passage. Donc voilà, ça assoit progressivement la dominance de l'oncle Sam à cette période clé, à ce moment clé de l'histoire. Et puis, bien sûr, il y aura différents plans qui seront mis en place pour pouvoir gérer ce phénomène de dette et d'extraction de la richesse nationale, hein. Alors on aura le plan Dawes, hein, dans 1924, je crois, qui va asseoir un contrôle assez fin de la taxation des Allemands, des dépenses du gouvernement allemand. Alors bien sûr, il y a du collatéral, hein, rassurez-vous, il faut quand même être sûr de pouvoir être payé. Et le collatéral, qu'est-ce que c'est dans ces cas-là? Mais rassurez-vous, hein, pour un pays hyper endetté, c'est toujours le même problème, hein. Vous êtes le collatéral, bien sûr. Alors il y a évidemment les trains, les infrastructures, les industries, mais il y a aussi l'allemand de base, on pourrait dire le français de base, hein, qui se lève le matin, qui travaille, qui transpire, qui offre sa sueur, et là, eh ben oui, il se fait pomper. Alors pas dans le... On lui tire la moelle, on lui tire la substantifique moelle. Eh ben, l'extraction de la dette, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, il faut tirer le fric pour que ça remonte ailleurs. C'est le principe des pays endettés, rassurez-vous, hein. Peut-être que vous ferez un parallèle, on n'est pas en situation de guerre, mais le système est toujours le même, il est relativement simple à vrai dire. Donc voilà, le plan se met en place. Mais après, il y a un événement assez important. Il y a un événement qui est majeur, c'est la création en 1930 de la Banque centrale des banques centrales. Ah, déjà ça impose, hein, la Banque centrale des banques centrales, la Banque des règlements internationaux. 1930, installée à Bâle, en Suisse, au bord de laquelle on trouve les banquiers centraux des autres pays, hein. Voilà, on a les Allemands, on a les Anglais, on a peut-être les Français, je crois. Les Américains, bien sûr, on retrouve toujours les mêmes, hein, JP Morgan, etc., etc. Toujours les mêmes acteurs. Et donc, cette Banque centrale des banques centrales, elle est chargée de réguler, de gérer ce système permanent d'extraction de la richesse des Allemands. Et pas que des Allemands, hein, puisqu'il y a les Français, la Grande-Bretagne dans la boucle, hein. Rappelez-vous du petit schéma dont j'ai parlé il y a 2 minutes. Voilà. Mais en 1929, il y a un événement majeur qui se produit. Tout le monde a entendu parler du jeudi noir, de la crise financière mondiale, hein, qui a éclaté aux US. Alors pourquoi il y a eu ça aussi? Alors ça, c'est juste une petite parenthèse, c'est intéressant aussi. Parce que la majorité des pays européens, avant les années 30, ont fait défaut sur leur dette souveraine. C'est ce qu'on appelle une crise de la dette souveraine. Peut-être qu'il faut retenir ce terme-là en mémoire aussi, parce que on est un petit peu aujourd'hui dans des situations qui peuvent nous amener aussi à un défaut des États, hein. Donc voilà, crise de la dette souveraine. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe toujours? Eh bien, il faut suivre le pognon. Encore. Ah oui, alors là, c'est pas la peine d'écouter les politiciens qui vont vous servir la soupe habituelle pour vous emmener là où ils veulent que vous alliez. Non, non, non. Il faut suivre le fric. Et effectivement, quand on a observé le défaut des des principaux pays européens avant les années 30,
le fric, il est allé où? Eh ben, dans un endroit où il est mieux traité, dans un endroit où il a la possibilité de se mettre à l'abri. Il est allé aux US. Voilà, ce qui a gonflé artificiellement la bourse américaine et ce qui serait une des raisons, effectivement, de l'implosion de la bourse en 1929 et puis la Grande Dépression qui a suivi. Alors ça, c'est lourd de conséquences, bien sûr aux États-Unis, mais évidemment en Europe, parce que du jour au lendemain, le fameux système d'extraction de la dette, le schéma dont je vous ai parlé, eh bien il s'arrête. Bah oui, parce que les US ne prêtent plus d'argent à l'Allemagne pour rembourser sa dette, etc. Donc le système se grippe. Et là, pour le coup, c'est le bordel. Alors en Allemagne, bien sûr, il y a le Schmitt de base, lui, il en veut à son gouvernement. Vous pensez bien, puisque dans les années 20, le gouvernement Weimar, déjà, lui a mis la douille. Rappelez-vous la période d'hyperinflation. Mais alors là, c'est la dépression économique. Économiquement, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. Et donc, eh bien, ce gouvernement vacille un petit peu. On est dans les années 29, 30, etc. Et donc là, il commence à y avoir de l'instabilité. Alors bien sûr, en Angleterre et en France, c'est pas tout à fait le même cirque, mais c'est aussi la crise. C'est une crise qui est déjà mondialisée. Eh oui, on en est là déjà. C'est les fameuses joies de la mondialisation de la finance. Et quand ça pète quelque part, c'est l'effet papillon. Là, tout de suite, ça se répand un peu partout, c'est le bordel. Et donc, la machine se grippe. Et donc, eh bien, on assiste à une déstabilisation du pays. Et là, c'est pas bon du tout. Là, c'est pas bon du tout parce que mettez-vous à la place des créditeurs, ceux qui prêtent de l'argent, donc les Américains, les institutions américaines. Votre intérêt, c'est d'avoir un pays en face, le pays en face à qui vous avez prêté de l'argent. S'il s'effondre totalement, il ne peut pas vous rembourser. Ce n'est pas votre intérêt. Donc, il faut l'aider. Indirectement, c'est pas mal qu'il ait quand même une certaine assise. Pas trop quand même, parce qu'après, il pourrait évidemment vous désavouer un peu en disant « Bah non, on ne va pas rembourser la dette. » Donc c'est un petit peu touchy comme truc. Il faut aider le pays, il faut le faire remonter un petit peu à un certain niveau, parce que s'il fait banqueroute totalement et que ça devient une ruine absolue, c'est pas intéressant pour vous, mais en même temps, il ne faut pas qu'il aille trop. Mais là, on arrive quand même à la charnière des années 30, et là, il y a un personnage que tout le monde connaît, qui fait son apparition. Alors ça, c'est important, puisque 1930, le parti nazi, c'est un truc minuscule, qui est sans véritablement consistance politique. Et puis en 1933, 3 ans après, Hitler devient chancelier. C'est-à-dire, c'est lui qui a le pouvoir. C'est quand même assez incroyable. Et puis alors, évidemment, on a tous en tête les histoires de l'Allemagne. Pendant la guerre, mon grand-père me le disait, les Allemands avaient 10 ans d'avance sur nous. Il a halluciné quand il allait à Berlin, quand il allait en Allemagne, de voir l'organisation, de voir... Alors on va vous dire, les Allemands sont très travailleurs, ils ont remonté leur pays en disant... Non. Alors ça, c'est bien sûr des éléments d'explication. C'est sûr qu'avec une population qui a 52 QI et qui n'a rien envie de faire, vous ne pouvez pas remonter un pays. Donc il faut effectivement des gens travailleurs, il faut des gens intelligents, mais il n'y a pas que ça. Alors, qu'est-ce qui fait tourner le monde? Le nerf de la guerre, justement. Le nerf de la guerre. Le pognon. Eh oui, le Grisby, toujours. On y revient, voilà. Et donc, il y a eu des financements. Eh oui, et donc ce fameux personnage à moustache, qu'on nous a présenté, évidemment, comme le diable absolu, parce que ça fait partie du roman aussi, On présente, il a failli avoir, je ne sais plus, il est récompensé par tout le monde, parce qu'il avait redressé le pays, alors avec de l'argent américain, bien sûr, puisque bien que après la guerre, la crise de 29, il n'y ait plus de financement officiel, le gouvernement américain a arrêté, il y a eu encore énormément de financements. Et il y a eu des financements industriels. Vous avez bien sûr en Allemagne des entreprises comme IG Farben, dont j'ai déjà parlé, qui ont financé le mouvement nazi, mais ils étaient financés aussi par des industriels américains. Alors on retrouve General Motors, on retrouve Ford, on retrouve IBM, et il n'y a pas que, il y a aussi les banques. Les banques sont dans la boucle. Et la fameuse banque des règlements internationaux qui a continué à opérer, à financer tout le bordel et à gérer le truc, même pendant la guerre. Alors rassurez-vous, tout ce beau monde n'a pas eu maille à partir avec la justice après, puisqu'on retrouve même dans la boucle
une personnalité comme le grand-père Bush, hein, son fils est devenu président des US après, et puis on a eu le rejeton derrière qui a fait 2 mandats aussi avec le bonheur qu'on connaît. Non, non, ça s'est bien passé, il n'y a aucun souci. Alors pendant la guerre, eh bien, en Suisse se réunissaient les banquiers des différents pays. Hein. Là, il n'y avait pas de problème. En face, on pouvait avoir un nazi ou un sympathisant nazi. C'était pas un ennemi, non, non. Puisque l'argent n'a pas d'odeur et n'a pas de camp. Hein. Et donc, on a eu un phénomène d'extraction hein, de la richesse qui a continué allègrement. L'or qui a été piqué aux populations juives à l'époque n'a pas été perdu pour tout le monde. Hein. Tout ça a été blanchi, plus ou moins, machin. Tout ça passait par ces institutions financières qui sont au-delà des pays. Hein. Voilà. Et donc tout ça a continué à bien marcher. Donc mon grand-père, qui s'était engagé par patriotisme, ne savait certainement pas que le parti nazi avait été financé en grande partie par des financements américains, entre autres, hein, et des industriels importants. Alors rassurez-vous, il y a toujours au bord de ces entreprises-là, vous avez, c'est comme aujourd'hui, hein, vous voyez le SP500, les 500 meilleures entreprises américaines, vous avez dans les boards de direction des mecs qui viennent d'autres entreprises, vous avez BlackRock qui est partout. Tout ça est interconnecté, c'est une toile d'araignée. Il ne faut pas imaginer une entreprise verrouillée, isolée dans son coin. Non, 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 non. Tout le monde a des participations au départ partout. Voilà. C'est un monde parallèle, à vrai dire. Voilà. Donc, il ne savait pas. Puis quand il a bossé pour IG Farben, bah, il a lui-même contribué, avec son énergie, sa force de travail, à pérenniser ce système d'une certaine façon. On est très loin du patriotisme et des valeurs qu'on nous vend à longueur de journée, à longueur d'année quand même. Hein. Non, parce que quand on s'aperçoit que c'est le fric qui est au centre de tout ça, le fric, le contrôle, c'est une boucle. Hein. Voilà. Donc tout ça a continué, mais alors magnifiquement, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec effectivement ces transferts d'argent, ces financements qui d'un côté n'étaient pas reconnus par l'État américain, bien sûr, mais qui continuait quand même malgré tout, hein, avec, comme je le dis, la Banque des règlements internationaux et les différents banquiers, et évidemment les gros industriels de l'époque. Et après, tout ce beau monde n'a eu aucun problème. Rien du tout. Hein. Bon, si on peut aller un petit peu plus loin dans la réflexion, on sait très bien que à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu récupération, on le sait, des nazis, certains se sont retrouvés à la NASA, d'autres au sein de l'Union européenne ou même à l'OTAN. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein, quand il s'agit d'enlever un uniforme pour en mettre un autre, à partir du moment où on sert toujours les mêmes maîtres, et au-dessus de ces maîtres, on sert le maître ultime, Mammon, hein, le dieu du... Voilà. Donc c'est quand même intéressant de savoir, effectivement, pourquoi on se bat. Pourquoi on se bat? Alors, c'est quand même une belle douille, parce que voilà, la Première Guerre mondiale, c'était à peu près pareil, mais je me suis concentré sur la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle n'est pas si loin que ça, celle-ci, et aujourd'hui, moi, en tant que petit-fils de combattant, d'anciens combattants, on me resserre le truc, on va me dire, oui, il faut que tu ressortes le drapeau, les valeurs, machin, envoie tes gamins. Et puis vas-y aussi, hein, parce que bon, on fera les fonds de tiroir, il faudra envoyer les vieux aussi à un moment donné. Mort de rire, vous voulez vous battre pour quoi? Alors aujourd'hui, c'est BlackRock, hein. Voilà, State Street, gros fonds de pension, etc. Bon, je sais pas, moi, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Après, quand on voit l'état des pays aujourd'hui, est-ce que ça correspond vraiment à vos valeurs, hein? Voilà, et il y a aussi un élément important qui a été théorisé par Nassim Taleb et résumé par une phrase. Skin in the game. Skin in the game. C'est-à-dire, je mets ma peau en jeu. On est dans un monde aujourd'hui où tout le monde prend effectivement des responsabilités. Alors c'est bien, mais c'est pas assorti derrière des faits. Parce que qui dit responsabilité dit conséquence. Hein. Alors quand vous êtes un magistrat et que vous prenez sur vous, effectivement, de libérer un type qui n'est pas forcément capable de se réinsérer, machin, derrière, s'il fait une bêtise, vous n'êtes pas tenu responsable. Quand vous envoyez des gens au casse-pipe, alors même quand on est un militaire de haut rang aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, est-ce que au niveau courage physique, vous avez eu vous-même à devoir, je sais pas, moi, partir à l'assaut d'une tranchée avec une baïonnette
et comme mon grand-père embrocher un mec en le regardant droit dans les yeux, par exemple. Avec bien évidemment la possibilité vous-même de vous faire embrocher. Skin in the game. Et aujourd'hui, c'est malheureux puisque personne ne met sa peau en jeu. Vous êtes homme politique, quelconque, quelles que soient les nations, tout confondu, hein, il n'y a jamais de conséquences. Quand on reprend le Coco Circus, alors bon, le plan s'est déroulé sans accroc, comme disait Hannibal, pour ceux qui ont la référence. Mais quand même, il y a quand même eu un narratif, il y a des gens qui ont été en charge d'une crise sanitaire, avec tout le bonheur qu'on sait, puisque rien n'était prêt, machin, il fallait des masques, il n'y avait pas de masques, il en fallait plus, machin. Et derrière, ils ont été récompensés. On leur a filé des places, ils travaillent. Les filets de protection sont énormes. En comparaison, si on se met dans le privé, un mec qui monte sa boîte et qui se plante parce qu'il ne travaille pas assez, parce qu'il y a trop de force de friction en face, parce que la concurrence est meilleure, parce qu'il fait une erreur stratégique, administrative ou autre, quand il s'effondre, il s'effondre. Il est tout seul. Personne ne vient le récupérer. C'est ça la prise de responsabilité individuelle. Donc on en revient au même. Skin in the game. Moi j'ai envie de vous dire, pourquoi on ne reviendrait pas au système traditionnel? Ça avait du bon quand même. Hein, c'est-à-dire le chef, il est devant sa troupe, il sort le sabre au clair, il dit les mecs, on y va, c'est droit devant. Et puis il faut suivre. Voilà, il faut montrer l'exemple. Moi j'ai envie de dire, tous ceux qui sont partants pour y aller, quel que soit l'endroit. Puis ce système, on devrait le mettre en place, on devrait le remettre en place, hein, ce sens de l'honneur qui s'accompagne de cette notion de mettre sa peau en jeu, littéralement, puisque skin in the game, ça veut dire ça, traduction littérale, je mets ma peau en jeu. C'est-à-dire je prends des décisions et j'en assume les conséquences, y compris sur ma propre vie, y compris personnellement. Hein. C'est pas pareil, là. Là, on voit vraiment les gens qui sont convaincus de ce qu'ils racontent. Hein. Voilà, parce que, évidemment, on voit véritablement l'engagement de quelqu'un à ce qu'il a à perdre dans l'histoire. Hein. Si évidemment vous dites, allez-y les gars, et vous restez planqué derrière, voilà, dans ces conditions, on peut dire tout ce qu'on veut. Ça, la parole, pour moi, est invalidée d'entrée de jeu. Hein, voilà. Mais c'est exactement ça, l'esprit du guerrier éternel. Vous voyez, c'est ce qui fait la différence entre un soldat et ce qui fait la différence entre un soldat qui obéit à une hiérarchie et le guerrier traditionnel qui, lui, n'obéit à personne. Il met sa force, et sa force mentale, sa force physique, sa force de frappe au service d'une autorité qu'il reconnaît. Le soldat, lui, est obligé d'obéir. Hein. La hiérarchie est comme ça, même si l'autorité est illégitime, il prend sa solde et puis il fait le taf. Donc revenons à quelque chose de plus organique. Hein. Quand on revoit le guerrier scandinave ou germain de l'époque, c'est un homme libre hein, qui, évidemment, participe à la vie communautaire, politique, puisqu'il vote au Ting, mais il va se servir de sa force d'homme libre, hein, quelqu'un qui cultive la terre, qui dispose de ses moyens de production et qui est capable de se battre, qui est capable de faire valoir ses prérogatives, pour dire « moi je te suis, je suis ce chef parce que j'ai confiance en toi ». Mais le chef en question, lui, il met sa peau en jeu. Quand il dit un truc, il dit « on va à l'assaut du château là-bas, ou on va aller niquer les Anglais, on monte sur un bateau, une coque de noix là, et on ne sait pas, on va suivre les étoiles ». Et puis quand on arrive à Lindisfarne, hein, le premier monastère anglais qui s'est fait piller, ils auraient pu rencontrer une bande de guerriers un petit peu énervés en face. Hein. Ils sont allés quand même, il fallait des coronesses, il fallait les avoir bien accrochés. Donc non, moi j'ai envie de vous dire, le sacrifice se choisit à titre individuel. Et sur la base d'une réflexion profonde, affirmée. Et j'ai envie de dire également que, avant de se chercher un ennemi, il faut déjà bien identifier les traîtres qui sont dans son propre camp. Parce que ça permet déjà de faire le ménage et d'éviter de suivre les mauvaises personnes et de mourir pour rien. Et je rappelle également qu'un homme normal, de base, n'a strictement aucun intérêt à partir en guerre contre qui que ce soit, quel que soit le discours. Hein. Il ferait mieux de rester chez lui, de défendre sa famille. Parce qu'en général, ça se passe mal. Voilà. Soit vous êtes blessé, soit vous êtes mort, soit vous revenez, psychologiquement, c'est plus tout à fait ça. Parce que vous avez vu trop de trucs dégueulasses. Et puis quand vous rentrez, en général, votre femme, elle vous a oublié, ou elle a retrouvé quelqu'un, et vous vous retrouvez potentiellement à élever des gamins qui ne sont pas les vôtres. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, non, l'esprit du guerrier éternel. Le guerrier éternel n'est pas un soldat.
C'était un guerrier traditionnel. Et ça n'a rien à voir.